pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Fabrice Ndimurukundo et Steven Ungeko sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce dimanche 18 octobre 2020. Tout d'abord, les grands titres. La chasse aux réfugiés en provenance du Rwanda se poursuit. Dans ce magazine, nous vous parlerons d'un Burundais récemment rapatrié qui s'est vu jeté en prison sans aucune raison valable. Cela s'est passé en commune Ruhororo. Tension au sein de l'église méthodiste libre de Cibitoke. Ce dimanche matin, deux groupes de fidèles en sont venus aux mains. Bilan, 3 personnes blessées. Et comme tous les dimanches, la deuxième partie de ce magazine est consacrée à la rubrique Ouahuka. Et aujourd'hui, il sera question de la portée de l'appel lancé par le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Des propos appelant la population à traquer tout rwandophone. Voilà pour le sommaire. Dans quelques secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page sécuritaire où un homme habitant la colline Nyabitanga de la zone Ndava en commune Buganda de la province Cibitoke a tué son enfant biologique dans la soirée de ce samedi. L'enfant assassiné était un garçon de 3 ans né hors mariage. Comme pension alimentaire, la justice avait obligé le père de l'enfant qui vit de l'agriculture, à verser 10 000 francs burundais par mois, en plus de céder une petite partie de cette terre pour qu'elle soit utilisée au profit de l'enfant. L'homme en question aurait accepté à contre-cœur. Il a alors cherché l'astuce pour se débarrasser de l'enfant. Ainsi donc, il a proposé à la mère de l'enfant de venir vivre sous le même toit que lui, ce qui lui a donc facilité la tâche pour commettre cet infanticide. Et en page éducation, on parle de la frustration de certains enseignants de la commune Matongo suite aux propos du président de l'Assemblée nationale du Burundi. Ce dernier a juré de donner des mutations à ses enseignants du fait que la dite commune vient de passer 3 ans occupant la dernière place sur le classement annuel de toutes les communes de la province Kayanza. Des propos qui ont révolté plus d'un, surtout que cette autorité fait semblant d'ignorer où se situe le véritable nœud du problème. Le point avec Éloge Divin, Rémiche. Ces propos de Gelas Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, qui ont rendu furieux certains enseignants de la commune Matongo, ont été prononcés le 9 octobre courant au cours d'une rencontre qui réunissait les membres du CNDD-FDD natifs de la province Kayanza. C'était à la veille de l'ouverture de la nouvelle permanence provinciale de ce parti. Natif de la commune Matongo, Gelas Ndabirabe s'en est pris aux enseignants de Matongo du fait que cette commune a été classée dernière sur le classement annuel des 9 communes composant la province de Kayanza dans le secteur de l'éducation. Une place que la commune Matongo occupe depuis l'année scolaire 2017-2018 jusqu'à aujourd'hui. Selon ses enseignants, Gelas Ndabirabe a juré qu'il va user de tout son pouvoir pour faire muter ses enseignants et les remplacer par ceux de la commune Kabarore qui occupe la première place de ce classement. Côté enseignants, ils ne décolèrent pas. Ils disent ne pas comprendre comment une telle autorité puisse déverser sa colère sur eux alors qu'elle connaît très bien les raisons à l'origine de ces échecs. Un des enseignants de Matongo témoigne. Le problème ne se situe pas du côté des enseignants. Nos élèves manquent de matériel. Nous manquons de livres pour élèves. Ce n'est pas normal qu'un élève peut commencer la première année primaire et arriver en 6e année sans avoir touché un livre de français ou de kirundi. Comme conséquence, il y a des élèves qui arrivent en 6e année sans être en mesure de lire correctement le français et le kirundi. Pire encore, 80% des élèves doivent avancer de classe sans tenir compte de leur niveau. Alors, comment voulez-vous que de tels élèves réussissent au test national? Ces enseignants de Matongo ajoutent que le favoritisme observé dans le recrutement de nouveaux enseignants constitue également un handicap majeur.
Autre problème, c'est que dans le passé, le recrutement se faisait sur base d'appartenance politique, sans tenir compte des aptitudes et des capacités intellectuelles. Si tu n'es pas membre du CNDD-FDD, tu ne pouvais pas espérer décrocher un travail et cela a fait que beaucoup d'enseignants engagés n'en ont pas la capacité. Ces enseignants de Matongo demandent à Gelase Ndabirabe d'user de son poste et de ses relations pour trouver une solution à toutes ces lacunes au lieu de les menacer de mutation. Vous saurez que la commune Matongo compte au total 15 établissements, primaires et secondaires confondus. Éloge Divin Rémiche, en page droit de l'homme, un déplacé du site de Ruhororo a passé la nuit de samedi soir au cachot communal. Récemment rapatrié en provenance du Rwanda, cet individu a été arrêté par l'administrateur, soi-disant pour n'avoir pas sur lui des documents attestant qu'il vient de regagner son pays. Les détails avec Hervé Niohil. Emile Nahumuremyi alias Kinunda est le nom de cette personne incarcérée au cachot de la commune de Ruhororo depuis ce samedi. Les informations en provenance des déplacés du site situé dans cette localité indiquent que l'administrateur de cette commune, Mamerte Birukundi, a trouvé Emile Nahumuremyi au bistrot dans certains Gingi où il étanchait la soif. Cet habitant raconte. Il a été arrêté hier soir. L'administrateur de la commune de Ruhororo, Birukundi Mamerte, l'a appelé. Ils ont eu une conversation au bistrot d'un certain Gengi. Par après, l'administrateur a appelé la police pour l'arrêter. Il a passé la nuit au cachot de la commune de Ruhororo. Il venait au Rwanda et avait des papiers lui délivrés par l'ambassade du Burundi. Des sources concordantes révèlent que cet administratif a accusé Emile Nahumuremyi de ne pas détenir des papiers prouvant son lieu de provenance. Une accusation profitée par les proches de sa famille qui affirment qu'il était en ordre et demandent plutôt sa libération. Nous n'avons pas pu joindre par téléphone Mamerte Birukundi, administrateur de la commune de Ruhororo, pour qu'elle puisse s'exprimer. Merci à toi Hervé Niohili. Sachez que le nommé Emile Nahumuremyi a finalement été relâché l'après-midi de ce dimanche. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page santé, l'on parle des grognes au sein des employés du ministère de la Santé publique qui ont participé dans l'activité de dépistage de la Covid-19. Ces employés disent qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer, vu qu'au lieu de leur donner leur prime vendredi dernier comme prévu, ils se font jusqu'aujourd'hui balader. Tout l'argent étant déjà arrivé sur les comptes du ministère de la Santé, ces employés demandent aux autorités habilitées, y compris le président de la République, de les rétablir dans leurs droits. Le point avec Walter Quizera. Les employés du ministère de la Santé publique faisant partie de l'équipe de dépistage du Covid-19 indiquent qu'ils sont dans une désolation totale. Au moment où vendredi de cette semaine en cours, ils s'attendaient à percevoir leur prime de près de 2 mois, mais en vain. Ils font savoir que cette situation vient empirer la pauvreté dans laquelle ils vivent. Pour le moment, l'argent se trouve dans les comptes du ministère de la Santé. Pire encore, au moment où les agents de ce ministère, en l'occurrence une certaine Domine et le chef de service d'urgence prénommé Lies, étaient au point de nous donner cette prime, elles ont fini par changer d'avis. Par la suite, elles ont chassé certains membres de l'équipe de dépistage des autres hôpitaux, sauf ceux du service d'urgence. Nous trouvons qu'elles sont en train de jouer avec notre vie. Cela a été un coup dur pour chacun de nous. Nous sommes fatigués par la vie dure que nous menons. Imaginez-vous un père de famille qui rentre à la maison les mains vides. Les membres de cette équipe de dépistage demandent aux autorités habilitées ainsi qu'au président de la République de plaider en leur faveur afin que leur prime leur soit octroyée.
Nous lançons un appel au président de la République. Nous pensons qu'il est également au courant de ce problème, même s'il ne connaît pas tous les détails. Nous avons tenté de lui informer via les boîtes à suggestions installées au niveau de chaque commune, mais nous avons constaté que cela ne nous amènera nulle part, car ces dites boîtes sont contrôlées par les ministères. Selon nos sources au sein du ministère de la Santé, actuellement, quand un employé pose des questions en rapport avec cette prime, il reçoit comme réponse que cette prime sera accordée aux bénéficiaires quand le ministère le souhaitera. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jean-Bosco Girukwishaka, le porte-parole du ministère de la Santé, pour qu'il puisse s'exprimer. Walter Kwizire, en parlant toujours de cette pandémie, quelques Burundais réfugiés au camp de Mahama au Rwanda ont encore une fois été testés positifs à la Covid-19. Il s'agit de 4 cas qui ont été trouvés parmi les tests faits dans ce camp, comme l'indique le rapport du ministère rwandais de la Santé sorti ce samedi soir. Ces cas viennent s'ajouter à 26 autres cas qui avaient été relevés le 14 de ce même mois. Et je vous le disais en titre, l'église méthodiste libre en province Cibitoke traverse des moments de turbulence. À titre illustratif, le culte de ce dimanche a été interrompu par une bagarre entre chrétiens. Cela s'est passé ce matin à l'église de Munika, 6 en commune Rugombo. 3 fidèles ont été blessés lors de ces échauffourées. Le point avec Rachel Kagissi. 2 minutes après le début de la prière à l'église méthodiste de Munika en commune Rugombo de la province Cibitoke, des querelles ont éclaté. C'est qu'elles ont dégénéré en 2 véritables combats. Il s'agissait de 2 chorales de la même église qui s'affrontaient. Témoignage d'un fidèle de l'église. Il savait très bien que le choral joue un grand rôle au sein des églises. Nous avons des chorales à l'église, l'une appelée Parapanda et l'autre Bomberger. Normalement, les choristes choisissent leur chef pour une période d'1 année. Mais par après, les responsables ont pris une autre décision que nos chefs seront choisis par eux. Pourtant, ces responsables ne savent pas réellement les problèmes des choristes. Nous leur avions demandé de nous laisser choisir nos chefs. Suite à cette violence, des membres de l'église se sont bousculés vers le porte de sortie, chacun pour tenter de sauver sa peau. C'est à ce moment que 2 des fidèles se sont fait blesser. Selon les fidèles de l'église, c'est l'éclatement d'un conflit de leadership jusqu'ici lent. Des Imbonerakure fidèles de cette église se sont montrés très actifs à bastonner les certains fidèles de l'église. Par après, Gerbel Manirakiza, administrateur communal de Lugombo, est intervenu à ordonner la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités de cette église dans le secteur Munika. 4 fidèles ont également été arrêtés. Ils ont arrêté le chef de la chorale Bomberger et 5 choristes qui étaient devant. L'administrateur a tranquillisé la population. Il a dit que l'église est fermée, mais a promis de parler avec nos pasteurs pour essayer de trouver une solution à ce problème. Toutefois, il y a un agent du service national de renseignement qui est à l'origine de ce conflit. Avant, cet agent était dans la chorale Bomberger. Le même administratif a également ordonné la fermeture provisoire de cette église dans le secteur Loubouye de la même commune. Cette branche de l'église méthodiste traverse aussi une crise de leadership. Selon certains observateurs de ce dossier au sein même de l'église, il y aurait une main du parti CNDD-FDD derrière ces conflits au sein de l'église méthodiste en province Lugombo. Il viserait l'écartement des non-membres du CNDD-FDD dans les instances dirigeantes de cette église. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Gilbert Manirakiza, l'administrateur communal de Lugombo, mais il nous a raccroché au nez après une brève présentation. Rachel Kagiski, certains agents de l'aide humanitaire peuvent constituer des auteurs des violences sexuelles et sexistes au sein des regroupements des réfugiés selon le HCR. Le HCR qui indique que ces gens occupent des positions de pouvoir élevées. Émile Nivasomba.
Les auteurs des violences sexuelles et sexistes se recrutent parfois au sein du personnel international, national et réfugié des organisations d'aide humanitaire, y compris des organisations non gouvernementales, des institutions des Nations Unies et des ministères des gouvernements d'accueil. Ce sont des gens qui occupent des positions de pouvoir élevées dans les établissements de réfugiés, souligne le HCR. Selon cette agence onusienne, ces personnes sont perçues par la communauté comme ayant de l'argent, de l'influence et du pouvoir. Malheureusement, il s'est trouvé des cas où ces agents ont abusé de leur pouvoir et ont commis des actes de violence sexuelle et sexiste. Selon l'OACR, il est crucial que tout le personnel d'aide humanitaire reçoive une formation et une sensibilisation à la violence sexuelle et sexiste et qu'il soit tenu de rendre des comptes en cas de comportement inapproprié. L'OACR détaille ces informations dans son rapport sur les principes directeurs pour la prévention et l'intervention sur la violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Place maintenant à la rubrique Ubahuka. Ce soir, nous reviendrons sur les propos récemment tenus par le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, à travers lesquels il lance un appel vibrant à la population de garder à l'œil tout étranger et spécialement toute personne rwandophone. Notre confrère Clovis Niyonzima et ses invités vont nous parler des conséquences de cette attitude du gouvernement du Burundi sur les relations avec le Rwanda ainsi qu'avec les autres pays limitrophes. Ubahuka. Depuis 2015 jusqu'à 2020, les relations entre le Burundi et le Rwanda n'ont cessé de se détériorer. Le Burundi accusait le plus souvent le Rwanda d'abriter les personnes qui ont essayé de renverser le pouvoir et de former les rebelles dans le but de déstabiliser les institutions du Burundi. Depuis, pas mal de Rwandais ont été arrêtés et emprisonnés, d'autres portés disparus. Ces derniers jours, le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye, a appelé la population à la traque des rwandophones et tout en les traitant de rebelles. Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, nous allons revenir sur les dessous du discours de cette autorité et les conséquences sur les relations entre ces deux pays. Teddy Mazina, journaliste et photographe, militant pour les droits humains, Frédéric Mvuginyumvira, expert en relations internationales, et Alphonse Rugambarara, politicien burundais, sont les invités de la rubrique Ubahuka de ce dimanche. Au micro, vous êtes avec Clovis Niyonzima, bienvenue. Suite au discours du porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye, appelant la population à traquer les rwandophones, un Burundais parlant le Kinyarwanda a été déjà victime, ce qui sème la peur car toute personne qui parle cette langue craint d'en être victime. Ce qui est une évidence selon du moins certains défenseurs des droits de l'homme. Selon Teddy Mazina, un des journalistes burundais et en même temps activiste des droits de l'homme, ce discours vient révéler au grand jour les agissements du gouvernement de Gitega, lesquels agissements étaient jusque-là clandestins. D'abord, je pense que c'est une déclaration scandaleuse qui ne vient que rendre la situation plus compliquée. Monsieur Pierre Nkurikiye représente le ministère de la Sécurité publique. Donc, d'une manière ou d'une autre, il parle au nom de l'État. À partir du moment où on stigmatise, où on demande, on appelle à la délation, on dit que à la délation suivra des arrestations d'une partie de la population, soit burundaise, soit rwandophone, soit congolais banyamulenge ou autre, toute personne ayant un accent rwandais devant être arrêtée, je pense que c'est scandaleux. Je pense que ça vient mener au paroxysme, en fait, les discours que nous connaissions, mais qui n'étaient pas officiels. Là, la chasse aux rwandophones devient une question officielle. C'est l'État qui le demande. Donc, je pense que Nkurikiye ne mesure même pas la gravité ou la portée de ce qu'il dit. Je pense que l'État qu'il a engagé ou qu'il utilise, ou le ministère ou son ministre, ne mesure pas la portée du scandale.
parce que toute personne qui sera victime, je pense qu'il y a déjà une victime, quelqu'un qui a été tué pour ces raisons-là, toute personne qui sera victime de cela, l'État devra en répondre, Ngoulikié aussi en premier. Donc je pense que c'est scandaleux, mais je pense que ça vient mettre à jour en fait des pratiques qui étaient préexistantes, des pratiques que l'État a fait. Beaucoup de gens ont été arrêtés juste parce que rwandais, juste parce que ayant une physionomie Tutsi, il faut dire les choses comme elles sont. Donc je pense qu'on recule, au lieu d'avancer, on rentre dans du vrai fascisme, dans un comportement de déshumanisation et de stigmatisation qui est inacceptable et qui est punissable par la loi. Même son de cloche au sein de la classe politique burundaise en exil. Selon le docteur Alphonse Rugambarara, le gouvernement burundais n'a que faire des préoccupations de ses gouvernés car il a toujours brillé dans la division de tout genre. Et ce politicien doit rappeler aux autorités burundaises que parmi les Burundais, il y en a qui parlent le Kinyarwanda, surtout qui vivent sur les frontières avec le Rwanda. Concernant le message se trouvant dans les propos du porte-parole de la police et du ministère de l'Intérieur, il pense que dans les différentes communication, lorsqu'il y a un conflit entre des pays, il y a parfois une escalade dans la communication. Parce que pour le pouvoir en place, le peuple est divisé en plusieurs groupes, malheureusement. Donc c'est déjà assez difficile dans ce sens-là. Le pouvoir en place a une trajectoire, lutter pour un peuple donné, mais il n'a pas de trajectoire pour la conscience nationale. Quant à l'escalade dans la communication, il est évident que lorsque deux pays sont en guerre, il y a une escalade qui se fait, mais il y a aussi certains autres mécanismes qui se mettent en place malgré l'escalade, pour que les pays puissent se parler. Aujourd'hui, les personnes qui parlent Kinyarwanda au Burundi, on peut les classer en 3 catégories. Il y a d'abord la catégorie des réfugiés Banyamulenge qui sont au Burundi. Et parmi ces réfugiés, d'après ce que nous savons, il y a des réfugiés qui sont en bon terme avec le pouvoir en place. Il y a aussi ceux qui parlent Kinyarwanda et qui sont aussi des réfugiés. Ce sont les anciens qui ont quitté lorsque le FPR a gagné au Rwanda. Et ceux-là aussi, d'après certaines informations, ils sont aussi en bon terme avec le pouvoir en place. Alors, ces personnes parlant le Kinyarwanda, il s'agit de quelle catégorie? Si c'est les Banyamulenge qui ne sont pas dans ces deux catégories, ou si ce sont les anciens réfugiés burundais qui sont rentrés et qui, avec ces 5 années passées au Rwanda, ont acquis des mots Kinyarwanda et ont peut-être parfois des accents Kinyarwanda. Pour Frédéric Wamvugiyumvira, cette politique d'exclusion mise en avant par Gitega risque d'envenimer les relations entre les deux pays. À cet expert en relations internationales de souligner que cela pourrait aussi être une nouvelle astuce visant à éliminer tous les opposants. Effectivement, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, M. Pierre Ngoulikié, dernièrement, dans une réunion publique, demandait aux participants de chercher, de poursuivre toute personne qui parle le Kinyarwanda. Or, les rwandophones dans notre région, ils sont nombreux pour des raisons historiques. D'abord, nous avons des Burundais qui ont fui le pays depuis les années 1970, qui ont vécu le Rwanda pendant plus d'une décennie et qui sont rentrés au Burundi et ils parlent, ce sont des rwandophones quand vous les entendez s'exprimer. Et il y a également des Burundais qui viennent de rentrer du Burundi. Bien sûr, ils parlent aussi le Kinyarwanda. Et il y a également des Burundais des provinces frontalières telles que la province de Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Kirundo et Muyinga. Essentiellement Kirundo. Parce qu'il y a eu un grand mixage entre les Rwandais et les Burundais qui date des années 60. Et tout ce monde-là, ce sont des rwandophones. Et il y a aussi des Banyamulenge qui ont fui le Congo vers le Burundi et qui sont installés dans des camps de réfugiés au Burundi. Sans tarder, justement,
Et ils ont procédé au repérage, à l'identification des rwandophones, surtout à partir des camps des réfugiés du Burundi. Il y a eu des fouilles et perquisitions pour dire voilà, nous cherchons vous parce que vous pouvez avoir des armes. Quand vous suivez de l'interrogatoire, des questions posées, ça insinue autre chose. Donc ça signifie que c'est une série de questions de fond qui sont posées. Et vous cherchez à savoir quel est l'impact de tout cela sur les deux pays. Bien sûr, l'impact est négatif parce que quand vous commencez à pointer du doigt des rwandophones, ça veut dire qu'il peut y avoir justement des Rwandais, et puis tu ne peux pas dans cette région qui se voulait unique chercher à identifier des gens alors qu'il y a même des Burundais. Donc ça pourra servir de prétexte pour chasser tout Rwandais, pour chasser ou traquer tout Burundais qui ne parle pas le même langage que celui du pouvoir. Donc ça devient un prétexte pour essayer justement de déstabiliser son propre pays. La RPA, c'est la voix de qui? RPA, c'est ma voix, c'est ta voix. Également, c'est la voix de tout le peuple burundais. Le journaliste Teddy Mazina regrette que le Burundi n'ait pas saisi l'occasion lui offerte par son voisin le Congo pour assainir ses relations diplomatiques. De plus, cet isolement fait beaucoup régresser les autres pays de la sous-région. Je pense que les conséquences sont graves. Les conséquences c'est une fuite en avant du régime qui, au départ, déjà à l'arrivée au pouvoir d'Évariste Ndayishimiye, a refusé la main tendue du Rwanda, prétextant qu'elle était mesquine et qu'elle était suspecte. Ça, c'est un fait. Mais deuxièmement, on retombe dans l'isolement. S'en prendre à tout rwandophone qui rappelle des périodes sombres dans certains pays. Cela a eu lieu pour les Juifs, cela a eu lieu pour d'autres populations, les Arméniens qui ont été victimes aussi de massacres de masse. Je voudrais aussi rappeler qu'en 2010, au moment où nous avons eu des élections contestées par l'opposition, au moment où aucun pays n'a voulu venir au Burundi pour soutenir, pour assister à l'investiture de Pierre Nkurunziza, seul Paul Kagame était venu par la route pour le soutenir. Ça avait étonné beaucoup de gens, mais il avait été le seul à lui faire confiance en lui disant, voilà, quoi qu'il en soit, votre voisin est là. Je ne vois pas comment est-ce que ces gens ont pu oublier cela, ou alors ne pensent que des relations ne sont pas possibles encore aujourd'hui. Donc, cette main tendue, ils devraient l'écouter et la regarder. Pour les relations, elles étaient déjà rouges, mais ça continue, ça va vers l'isolement du Burundi, qui est isolé depuis 2015. Ça fait des années que nos présidents ne voyagent plus, en tout cas ne font pas de longs voyages. Je pense que le Burundi s'enfonce dans sa crise politique et économique, en tout cas dans une maladie où il n'arrive plus à recréer un climat serein. Le régime devrait comprendre qu'on ne doit pas seulement cohabiter avec des gens qu'on aime, on peut ne pas les aimer, mais les respecter. Donc je pense qu'on est en train de s'isoler politiquement. L'EAC, qui était première organisation africaine à avoir réussi à pouvoir mettre en place la libre circulation des biens et des services, qui avait pu mettre les douanes en commun, qui avait pu assurer qu'il allait faire des taxations communes, en train de penser déjà à des passeports communs, il y a même une monnaie commune. L'EAC a reculé à 1000 pas depuis le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Et maintenant, au lieu d'améliorer ou de réfléchir, de se projeter dans 20 ans, de se projeter dans 25 ans, dans 50 ans pour l'avenir de nos enfants et de notre petit pays, on est en train de reculer et de rentrer dans des discours rétrogrades, des discours de haine qui datent du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Ces nouvelles réactions, ces nouvelles déclarations ne viennent que d'abord prouver un état d'esprit ou un choix que le gouvernement a fait de continuer à reculer, mais aussi va isoler le Burundi. Si ce n'est pas dans la région, ça l'isolera au niveau international parce que le monde regarde et le monde sait ce que ce genre de texte ou ce genre de discours donne et les résultats que cela donne ou les malheurs. Pour ce qui est des conséquences qui pourraient résulter des propos tenus par le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, le professeur Alphonse Rugambarara estime qu'il est encore tôt de déterminer leur portée étant donné qu'il pourrait y avoir des tractations en coulisses entre les deux pays. C'est vraiment assez difficile et moi je pense que le plus grand problème ici c'est de savoir que le pouvoir en place est en train de travailler pour une partie du peuple Burundi, qui est le seul peuple pour lequel on devrait véritablement s'employer en politique, mais pour une partie de ce peuple. La difficulté que les uns et les autres peuvent avoir, c'est de savoir si par ce message, il s'agit d'une escalade ou il s'agit tout simplement d'une étape dans les prochaines peut-être discussions pour qu'il y ait la paix. Parce que vous avez vu l'arrestation des rebelles du Red Tabara
et d'autres réunions qui se passent pour que les deux pays puissent se parler. Ce sont des interrogations. Je n'ai pas véritablement une grande interprétation parce que je n'ai pas d'informations plus précises sur ça, mais je pense qu'il faut le considérer dans l'escalade de la communication, mais aussi un appel du pied pour que les pays se parlent. Pour clore, Frédéric Bamvugi-Nyumvira met en garde Gitega. Selon lui, un climat d'hostilité pourrait naître entre les deux pays si jamais des ressortissants rwandais sont tués pour la simple raison qu'ils sont rwandophones. Un climat qui pourrait aussi affecter la sous-région. Imaginez qu'un tel conflit puisse aller jusqu'à s'entretuer. Est-ce que le Rwanda pourrait croiser les bras quand il entend qu'il y a des citoyens rwandais ou des rwandophones uniquement qui sont tués? Donc ça devient un problème qu'il faut prendre au sérieux. Et ça signifie qu'il peut y avoir une certaine déflagration de colère qui peut entraîner d'autres problèmes consécutifs à une telle décision qui visiblement est irréfléchie. Sur le plan de la communauté East African Community, je crois que l'impact ne peut pas manquer parce que déjà depuis 2012, il y avait un conflit suite à l'acceptation de Nkurunziza d'accorder la base arrière à la force onusienne qui était intervenue au Congo, dont les officiers étaient des Tanzaniens. Et ça a créé des conflits entre le Rwanda et le Burundi. C'était la première phase, le départ d'ailleurs. Et puis en 2015, il y a eu justement une situation qui s'est empirée avec la tentative de forcer le troisième mandat de Nkurunziza et puis les marches et manifestations pour s'y opposer. Ce sont une telle situation qui a fait qu'il y ait une situation qui se dégrade en termes de relations diplomatiques entre les deux pays. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un problème de fond. Alors, sur le plan de l'EAC, il y a justement une conséquence logique. Ça peut entraîner une scission entre les pays qui soutiennent le Burundi et d'autres qui ne soutiennent pas le Burundi. Donc, ça fait un problème de fond qui risque de se reproduire. D'ailleurs, je crois que ça peut justifier le fait de ne pas répondre à cette réunion et plutôt d'aller en Tanzanie parce que la Tanzanie s'est sentie responsable de l'avenir du Burundi parce que cherchant à régler, à apporter des solutions, son intervention depuis les années 1996, l'impact sur d'abord les populations, ensuite sur les deux pays et enfin sur l'East African Community ne peut pas manquer justement au vu de contenu de la déclaration de ce porte-parole du ministère de l'Intérieur et du développement communautaire de la sécurité publique. C'est sur ces conseils de l'expert en relations extérieures, Frédéric Bamvugi-Nyumvira, que nous mettons un point final à notre émission qui était consacrée à la portée des propos récemment tenus par le porte-parole du ministère burundais de la Sécurité. Merci à nos invités et à vous, chers auditeurs, pour votre aimable écoute. À la présentation, vous étiez avec Clovis Nyonzima. À la prochaine. Ubahuka. 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 Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur la rubrique Uwahuka que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce dimanche 18 octobre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Fabrice Ndimurukundo et Steve Niyungeko qui étaient de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Un bon début de semaine à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.